D'abord, Gabriel Cluzel, quel regard portez-vous sur cette situation qui divise la classe politique, qui divise les Français, qui divise l'ordre et le monde, l'ordre international et la vision qu'ont la communauté internationale, on va dire. Alors écoutez, il y a un plan théorique et un plan pratique. Le plan théorique, c'est que de fait, certains disent et critiquent le fait que le droit international ait été bafoué dans cette affaire. Ils disent, on peut l'entendre, que Donald Trump joue au cow-boy, que c'est le Far West, que c'est le retour de la conquête de l'Ouest et qu'on a ouvert une boîte de Pandore. C'est ceci, et puis plus tard ce sera cela. Et puis je voyais le conseiller de Marine Le Pen, par exemple Philippe Olivier, un des conseillers, ou en tout cas un de ceux qui ont son oreille, dire comment les pays africains ensuite pourraient nous faire confiance, sont plus fragiles, si de gouvernements plus fragiles, si on adoube l'action, enfin on accrédite, on valide l'action de Donald Trump. Il est important de garder intacte la notion de souveraineté. Et puis avec cette idée très occidentale aussi, je pense, qu'il faut montrer le bon exemple. Il faut montrer le bon exemple et que face à cet exemple édifiant que montrera l'Occident, en respectant le droit international, les autres pays, par exemple des BRICS, devant tant de magnanimité, sans doute, se feront la même chose. Vous voyez, une espèce de justice auquel l'Occident croit dur comme fer. Puis après, il y a la pratique. La pratique, je dirais que c'est un peu différent. D'abord parce que Donald Trump l'explique. Alors, il y a des tas de motivations mais l'une qui est mise en avant, c'est celle de légitime défense, ou en tout cas l'idée de déboulonner un individu dont l'élection est à peu près qualifiée d'illégitime. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Y compris par l'Union européenne, c'est dire, et puis qui est un danger pour le pays, un peu comme Barack Obama finalement avait été chercher Ben Laden au Pakistan sans rien demander. Voilà, et puis les États-Unis l'avaient exécuté. Donc cette idée de légitime défense. Et puis pratique aussi, est-ce que vraiment les pays face aux États-Unis, face à l'Occident, croient à cette affaire d'exemple? Est-ce qu'ils ne croient pas plutôt au rapport de force? Est-ce qu'ils ne se disent pas aujourd'hui, oula, là on a Donald Trump, il vaut mieux qu'on se tienne à carreau, qu'on arrête de faire les marioles parce que Donald Trump est extrêmement réactif. Est-ce que le rapport de force n'est pas nécessaire en Occident de ce côté-là? Et puis par ailleurs, dernier point, la gauche que je vois pousser des cris d'orfraie en disant le droit international, je peux lui rappeler une toute petite chose, simple petit exemple. Le droit international stipule par exemple qu'on doit reprendre ses OQTF. Moi, je les ai jamais entendus dire à propos de l'Algérie, c'est fou, ils reprennent pas leurs OQTF, Tebboune, c'est scandaleux, ils ne respectent pas le droit international. Et je vous cache pas que ce week-end, c'est sans doute tout à fait entre la poire et le fromage après un petit verre, sans doute, avec modération, comme dirait l'autre. J'ai entendu certains dire, peut-être qu'on aimerait que des hélicoptères, quand on ne sait pas trop quoi faire de nos OQTF, aillent délicatement déposer dans ces pays-là qui les refusent, sans dommage, voilà, sur le tarmac, et puis repartent comme ils sont venus, les fassent rentrer chez eux par un vol gratuit. Gabriel Cluzel a planté le décor. Appelez-nous pour réagir. Dans un instant, Éric Tegner, on marque une pause et Éric Tegner, Régis Le Sommier qui est en studio avec nous. Régis, il y a beaucoup de questions déjà. Réfléchissez à une question que je vais vous poser dans un instant sur Laurent Gbagbo, parce que moi j'ai une image, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas la réponse. Moi j'ai une image de Laurent Gbagbo arrêté, surpris en pleine nuit, qu'il avait délogé. C'était un chef d'État africain. J'aimerais entendre Éric Tegner, qui est bronzé parce qu'il était en Bretagne. Il y a beaucoup de soleil. Le pays du soleil, plusieurs fois par jour, comme on dit. Éric Tegner, vous êtes en pleine forme. Vous m'avez dit que vous êtes bien reposé. Bien sûr. Et j'aimerais vous entendre effectivement sur ça. Gabriel Cluzel vient de planter un peu le décor, les différents axes, les différentes questions qu'on puisse se poser, les différentes analyses qu'on puisse faire sur cette capture, cette arrestation de Nicolas Maduro. Quel regard portez-vous? Est-ce que, selon vous, c'est une ingérence étrangère? Est-ce que c'est un sauvetage d'un peuple vénézuélien qui souffrait?
Alors déjà, moi, je ne vais pas pleurer un communiste. Je pense que ça m'a beaucoup amusé de voir tous ceux qui, effectivement, venaient au soutien d'un communiste. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il soit un dictateur ou pas. Dans le fond, ça ne m'intéresse pas parce que c'était une erreur, pour le coup, de s'attaquer à Kadhafi en Libye. Ça a créé un chaos migratoire et islamiste en provenance de la France. Non, le sujet, c'est pas les valeurs, en fait. Le sujet, c'est le retour de la réelle politique. C'est-à-dire que c'est le retour des sphères d'influence. C'est-à-dire que le retour de la force avec Donald Trump, qui, on le sait quand même, hein, ça a été d'ailleurs édicté il y a 3 semaines dans leur revue stratégique, c'est-à-dire que finalement l'Amérique latine c'est dans la sphère d'influence de Donald Trump, il considère que le Venezuela c'est dangereux et donc il arrive et il capture Maduro. Mais il y a un avantage avec Trump pour le coup, c'est qu'habituellement, vous savez, les présidents américains ils nous mentent, ils nous expliquent on va aller en Irak pour défendre les valeurs, pour libérer le peuple alors qu'ils viennent pour le pétrole. Là l'avantage c'est que Donald Trump il n'est pas allé là-dessus, il nous a pas dit je vais mettre fin au communisme, etc. Même si évidemment ça compte que derrière il va s'en prendre à Cuba, etc. Mais il parle évidemment du pétrole. C'est-à-dire que à peine quelques minutes après ce qui s'est passé, il a dit voilà, on va envoyer nos entreprises, on va faire beaucoup d'argent, on va rembourser des gens, etc. Vous savez, il fallait des enquêtes de plusieurs années pour montrer que c'était au bout du compte ce qui se passait en Irak. La différence donc, c'est le retour des sphères d'influence. Alors oui, les Français, on a du mal à le comprendre parce qu'on n'a plus de sphère d'influence. C'est-à-dire que l'Afrique, on l'a totalement quitté, donc la seule chose qui nous reste, c'est les valeurs. Mais dans le même temps, moi, ça m'amuse beaucoup parce que je vois, moi je comprends ce qu'a fait Donald Trump au Venezuela, mais je vois des gens comme Emmanuel Macron qui sont là à applaudir Donald Trump sur Maduro, mais qui étaient incapables à l'époque de se mettre à la place, par exemple, des Russes, c'est-à-dire que tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de dire pourquoi, les raisons, parce que les Américains progressaient en Ukraine, donc dans cette sphère d'influence de la Russie, dans le fond, ça pouvait poser problème, etc. Vous voyez, parce qu'en fait, on a tout idéologisé. À aucun moment, on a su voir juste les faits tels qu'ils étaient. Et donc, finalement, c'est la seule différence. Est-ce que ce conflit va être maîtrisé ? Voilà, dans le fond, vous savez, je pense que si Vladimir Poutine, son opération spéciale avait fonctionné en 3 jours, on n'en parlerait plus aujourd'hui, parce que des coups d'État, il y en a absolument tous les mois aujourd'hui dans le monde. Donc le sujet, c'est le Venezuela. Est-ce que Donald Trump va savoir assurer une pérennité, rendre la souveraineté évidemment au peuple vénézuélien, même si entre nous la souveraineté de toute façon des pays d'Amérique latine, elle est très marginale. Moi je trouve que Javier Milei, ce qu'il fait par exemple, est excellent et dans le même temps il est sous une forme de tutelle du FMI. Donc faut pas non plus se leurrer quand on parle de souveraineté, et ça m'amuse à nouveau beaucoup de voir quand même les défenseurs de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, qui sont toujours prêts à parler de la liberté, de la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais qui sur le territoire français sont incapables de se dire que peut-être les Français ils ont envie de décider par exemple ce que leur peuple veut devenir. Beaucoup de questions à se poser. Je me tourne vers vous, Régis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur une question, avant de donner la parole à Régis Le Sommier. Lorsque vous dites que vous n'en avez rien à faire qu'il soit un dictateur, expliquez-moi pourquoi, par contre. Ça, j'aimerais comprendre. C'est-à-dire que ça doit vous pas dites être une que raison. C'est le retour des sphères d'influence, mais le fait qu'il ne soit pas dictateur. Je ne sais pas, moi, ça me touche quand même. Oui, mais pour Kadhafi, c'était les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, je soutiens ce qu'a fait Donald Trump en Maduro, mais si on le fait pour les raisons de c'était un dictateur, il faut rendre sa souveraineté au peuple, ça légitime des erreurs, comme celles qu'on a fait sous Kadhafi en Libye. On ne doit pas faire les choses pour des valeurs, ça paraît difficile, on doit le faire simplement pour défendre des intérêts. Il ne faut pas non plus se tromper, c'est pas parce que les Français vont s'exprimer, que Macron va faire un tweet ou que les responsables politiques vont s'exprimer que ça va changer quelque chose aux Américains. C'est leur sujet, c'est pas le nôtre. D'ailleurs, vous me direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec le tweet de Macron, si vous êtes d'accord avec la position du Rassemblement national, tous les deux, vous me direz. Régis Le Sommier, je me tourne vers vous. Vous êtes un spécialiste justement de tout ce qui est conflit international, diplomatie internationale, je peux me permettre. Votre livre, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Mulot. Première question, est-ce qu'il a fait ça pour le pétrole ? Oui. Oui. Ah ouais, je suis surprise là. Oui, il a fait ça pour vraiment, le pétrole. Non, Gabriel, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Uniquement. Attendez, non, mais Non, je pense pas qu'il ait fait ça uniquement pour le pétrole, mais le pétrole fait partie de ses motivations. Alors, dites-moi, Régis Le Sommier. Il y a 2 messages très simples. Je suis sonnée, il y a un message qui est adressé à la Chine et il y a un message qui est adressé à Poutine et à la Russie. Si Trump met techniquement la main sur le pétrole vénézuélien, première réserve au monde, pétrole lourd, difficile à exploiter, mais dont les compagnies des raffineries de Louisiane et du Texas ont parfaitement la technologie pour l'exploiter. Ça va demander beaucoup d'investissements, mais c'est possible. Ça veut dire que les États-Unis peuvent maintenir le baril entre 50 et 60 $. Donc quelque part handicaper la Russie, qui évidemment profite du pétrole cher, quand le pétrole est cher, pour en particulier financer sa guerre en Ukraine. Pour les Chinois, il y a la question des terres rares. On oublie que aussi
dans la vallée de l'Orénoque, qui est le plus grand fleuve en Amérique du Sud, qui part de Colombie et qui traverse le Venezuela, eh bien, il n'y a pas que du pétrole, il y a aussi des terres rares qui n'ont jamais été exploitées. Et Donald Trump a bien l'intention d'en faire quelque chose. On est dans une compétition mondiale, en particulier sur l'intelligence artificielle. La Chine a le lead et Donald Trump veut, on va dire, rattraper ce retard et faire en sorte que les Américains... Régis Le Sommier, patron de l'Omerta, c'est un peu comme Saddam Hussein. Alors, Saddam Hussein, la question de la finalité de l'intervention n'est pas toujours claire. C'est-à-dire que vous aviez à l'époque une catégorie d'individus qu'on appelait les néoconservateurs qui pensaient, en renversant Saddam Hussein, provoquer ce qu'on a appelé à l'époque la théorie des dominos, c'est-à-dire faire que les dictateurs, dont vous parliez tout à l'heure, dont certains, comme Saddam Hussein, avaient été notre bon dictateur. Vous savez, les dictateurs, c'est un peu comme les chasseurs dans le sketch des Inconnus. Il y a les bons et il y a les mauvais. Et parfois, ça varie. Et Saddam Hussein, lui, a été un peu surpris, d'ailleurs, quand il a été attaqué pendant la première guerre du Golfe, parce que pendant des années, il nous avait servi de bouclier contre l'Iran, contre l'expansion de l'Iran. Mais on avait décidé de changer de braquet. Bref. Mais Donald Trump, dans cette histoire, il fait simplement le constat, enfin, à mon avis, je partage ce que dit Eric sur la question des zones d'influence, c'est, regardez l'attitude de Vladimir Poutine vis-à-vis de Nicolas Maduro pendant toute la crise. Très peu de soutien. Le seul qui a proposé dans la sphère Est, on va dire, d'accueillir en exil Nicolas Maduro, c'est Alexandre Loukachenko, c'est le Bélarus. Poutine n'en a jamais parlé. Il n'a pas été question à un moment de prendre Maduro et de l'amener à Moscou comme Assad. Régis Le Sommier, patron de l'Omerta, sur Europe 1. Et donc, je pense que la raison principale, elle est là. Le prétexte idéal, c'est évidemment la guerre contre le narcotrafic. C'est vrai pas qu'un prétexte. Non, c'est vrai que les militaires vénézuéliens, avec notamment le Cartel de Los Soles, sont compromis. Donc, pardon, Régis Le Sommier, vous êtes en train de me dire que la raison principale, ça sera le pétrole? Mais je pense, oui. Pour moi, c'est la nouvelle doctrine Monroe, une doctrine qu'on appelle maintenant la doctrine Donroe, puisqu'elle s'est... Rappelez-nous la doctrine Monroe, on en parle beaucoup, là. Voilà. Effectivement. Il se reprend, il reprend ses principes. 1823, les Européens s'occupent de l'Europe, les Américains s'occupent de l'Amérique, et personne n'en... Donc la doctrine, en fait, qui fait de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud le précaré des États-Unis. Et c'est intéressant de voir qu'immédiatement après... Oui, mais ça veut dire plus une question de géopolitique, une question de pétrole. Il y a une question de pétrole, mais il y a aussi une question d'influence, si vous voulez. Oui, parce que le pétrole, c'est pas que commercial. Bah oui, voilà. C'est une question d'influence géopolitique. Et sur la question aussi, il n'y a pas que la question sécuritaire. Mais moi, je pense que la géopolitique est avant le pétrole pur. Vous voyez ce que je veux dire? Même si effectivement tout est lié, mais je veux dire... On est sur une guerre de long terme et qui, du point de vue de Donald Trump, est perçue comme économique. Si vous voulez, Trump, immédiatement après, a parlé de pétrole, il a fait une grande litanie. Il fait coïncider, ça c'est sa caractéristique, business et diplomatie. Vous regardez les gens dans l'entourage de Donald Trump, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que on parle de Nicolas Maduro, mais en disant oui, c'est scandaleux, certains disent ça, oui, les États-Unis renouent avec l'ingérence. Bon, c'est vrai que l'exemple irakien, qui est quand même historiquement le fait marquant, on va dire, des 30 dernières années, l'invasion américaine de l'Irak, s'est faite aussi à l'époque pour, au prétexte de se débarrasser d'un dictateur menaçant, qui soi-disant menaçait la planète. On s'est aperçu depuis qu'il ne menaçait rien du tout. Bon, j'ai Régis Le Sommier, Gabriel Cluzel, Eric Tegner. J'aimerais bien vous entendre aussi sur l'ingérence. C'est quoi l'ingérence? Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui arrivent, c'est quoi l'ingérence? C'est quoi les limites de l'ingérence? Qu'est-ce que l'ingérence politique? Eric Tegner. En France, c'est très simple. Ensuite, on a deux auditeurs qui nous appellent. L'ingérence américaine, c'est autorisé. Quand Obama appelle à voter Macron, c'est autorisé. Et tout type d'ingérence, ça veut dire un Russe qui part en vacances à Paris, c'est interdit. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il y a les bonnes et il y a les mauvaises ingérences. D'avoir la Commission européenne qui va commencer à se mobiliser sur l'élection en Roumanie, c'est de la bonne ingérence. D'avoir la Commission européenne qui prive de 10 milliards de subventions Viktor Orban, qui va quand même peser sur la prochaine élection d'avril, c'est de la bonne ingérence. Tout le monde, aujourd'hui, fait de l'ingérence. La seule chose qui compte, et on l'a appris quand même avec ce qui se passe de Maduro, c'est de savoir se défendre. C'est tout, parce que c'est ça la réelle politique. Et Maduro n'a pas su se défendre, et effectivement, il n'a pas su mobiliser, parce qu'on dit beaucoup en ce moment, c'est une défaite pour Poutine, parce qu'il l'a soutenu. Il l'a soutenu en 2019, mais en effet, ces derniers mois, alors que Maduro me demandait beaucoup plus d'aide à Poutine, il lui a quasiment rien envoyé. Vous êtes disponible ce soir entre 19h et 20h, Eric Toujours. Tegner? Non, c'est vrai?
Non, parce que Marc Menon ne peut pas venir, donc il y a de la neige dans son bled. Ah bon, il est bloqué? Non, je viens de le savoir. Non, mais est-ce que vous pouvez Avec être très grand dans plaisir, toujours. D'accord, on ferme la parenthèse, excusez-nous. On dit tout. Gabriel Cluzel et ensuite Régis Le Sommier. Non, mais parce que Toujours sur cette l'ingérence histoire allons d'ingérence, jusqu'au qu'est-ce que bout. c'est? C'est-à-dire qu'on parle du retour des empires, de l'ingérence russe, de l'ingérence américaine. Enfin, chez nous, il y a une ingérence, moi je peux vous le dire. Par exemple, quand la mosquée de Paris dit il faut voter contre l'extrême droite, et ça a été fait pendant les élections, moi je considère que c'est une forme d'ingérence algérienne. L'ingérence, elle peut prendre de multiples formes. C'est pas seulement des hélicoptères qui débarquent et qui font la loi. Turque, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. En France, nous sommes la proie de multiples ingérences liées aux communautés installées dans notre pays sur lesquelles les divers pays étrangers d'origine espèrent tirer. Et s'agissant du Venezuela, mais est-ce que le Venezuela était vénézuélien avant l'arrivée des Américains? J'ai un petit doute, s'agissant de la Chine, de la Russie, etc. C'est pas aussi manichéen qu'on veut bien le dire, oui, je crois. Puis j'ai l'impression que rien n'est manichéen, effectivement, que c'est pas tout blanc, tout noir. Effectivement, c'est difficile de se positionner. Pour certains, c'est tout blanc, tout noir. On va voir si avec Jeanne, si c'est blanc, noir ou jaune. On le voit avec... Bon, pardon. Pardonnez-moi, on le voit avec Emmanuel Macron. On va s'arrêter aussi sur ce soutien d'Emmanuel Macron qui est analysé. D'abord, Jeanne, vous nous appelez de Bretagne. Vous étiez avec Éric Tegner en vacances ou bien... Bonjour Jeanne. J'espère. Je l'ai croisé. Bonjour à vous, Christine Kelly, et bonjour à vos chroniqueurs qui sont remarquables, comme vous, de lucidité, de courage et de fidélité, de merci. cohérence. Jeanne, c'est ça? C'est Jeanne. Quel joli prénom. Ça fait du bien. Oui, quel joli prénom. Ça fait du bien là, en ce premier jour d'année, de rentrée en fait, en tout cas. Merci ma chère Jeanne. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu, vous, de ce qui se passe, de cette position effectivement, déjà, j'ai une amie très proche qui est vénézuélienne et qui est partie, ainsi que toute sa famille. Ils sont éparpillés entre la France, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne à Madrid. Et je connais assez bien le problème du Venezuela depuis Hugo Chavez, qui était déjà l'alibi de M. Mélenchon, et avec Maduro. La situation du Venezuela, qui était un pays relativement prospère, qui avait un très bon tourisme, s'était considérablement dégradé. Monsieur Maduro a fait régner la terreur politique, la surveillance politique et économique. Par exemple, cette amie, lorsqu'elle est allée il y a 2 ans au Venezuela voir une amie, me disait, quand tu fais des courses, Jeanne, il faut savoir qu'on te demande des renseignements, il faut te tracer. Incroyable. Il faut, alors Jeanne, excusez-moi, on va marquer une pause, on va revenir sur ce que vous dites. Nicolas Maduro est arrivé au pouvoir en mars 2013, et moi je vais vous dire, en Guadeloupe, je vais vous raconter le rapport qu'on avait avant avec Caracas. Je vais vous raconter justement, comme vous, ce que vous dites pour appuyer votre témoignage. On marque une pause, on revient. Il est 12h04 sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec Gabriel Cluzel, Éric Tegner, Géraldine Amont, Fabrice Lafitte, William Torzek, Alexandre Omar, tout le monde est là, Régis Le Sommier, pour parler notamment de Nicolas Maduro. On reprendra notre conversation avec Jeanne qui est en ligne également. On parlera dans un instant des personnalités préférées des Français avec la place incroyable de Jordan Bardella, de Marine Le Pen. On parlera aussi de ces victimes de l'incendie du bar Le Constellation lors de la nuit du Nouvel An, avec le témoignage d'une femme qui elle-même a été grande brûlée et qui se dédie maintenant aux autres. On en parlera dans un instant. D'abord, nous sommes en ligne avec Jeanne. Jeanne, vous étiez en train de nous raconter, en train de nous témoigner comment votre meilleure amie, en fait, qui est vénézuélienne, et vous étiez en train de nous raconter, puisqu'elle vous parlait de Venezuela, de ce qui se passait vraiment sur place. Ensuite, je vous ferai écouter l'édito de Pascal Praud sur Europe 1 ce matin. Tout à l'heure. Dites-moi, Jeanne. Effectivement, Christine Kelly, ce pays est devenu une véritable dictature avec une population sous-nutrie, sous-soignée. Et cette amie me disait qu'il n'y avait plus qu'une seule chose qui tenait, c'était le système scolaire. Tout le reste s'est effondré. L'oncle de cette amie a été jeté en prison par le régime de Maduro. Et donc, la violence liée à la drogue est omniprésente. C'est un pays qui, auparavant, avait un très bel avenir. Et cet ami me disait,
ils ont fait de ce pays une ruine avec la corruption, le trafic de drogue, la violence, la surveillance politique permanente, la célébration du culte de la personnalité, l'auto-célébration. Les Vénézuéliens en avaient assez de vivre sous une chape de plomb, effectivement. Incroyable. Alors moi, ce que je disais aussi juste avant la pause, c'est que lorsque j'étais jeune, il y a très 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 longtemps, en Guadeloupe, en tout cas avant 2013, souvent les Guadeloupéens allaient à Caracas pour faire du shopping, c'était une destination touristique. Vous voyez, comme vous disiez justement, Jeanne, que le tourisme était très développé à une certaine époque, et c'était un plaisir, un bonheur d'aller sur place. C'était juste avant Nicolas Maduro, c'était pourtant Chavez. Restez en ligne avec nous, hein, Jeanne. On continue à parler de ce sujet de Nicolas Maduro. Je vous propose d'écouter, si vous voulez bien, hein, Jeanne, l'édito de Pascal Praud, parce que vous avez un peu parlé de la réaction de la gauche qui pour vous est un scandale, Jeanne. Écoutez un peu l'édito de Pascal Praud et on va en parler autour de cette table et dans ce studio d'Europe 1. Écoutez. Trump a mis fin au pouvoir de ce dictateur. Emmanuel Macron a approuvé, sans ambiguïté, le président américain, comme Giorgia Meloni, pour une fois tous les deux sur la même ligne, à juste titre, a-t-on envie de dire. On notera aussi parmi les réactions françaises politiques l'approbation de Gabriel Attal, débarrassé de tout angélisme. Il a loué l'action de Trump, preuve que les uns et les autres sont déconcertés par cette nouvelle grille de lecture et qu'on lit, ici ou là, des réactions à front renversé. Emmanuel Macron, Gabriel Attal défendent Trump quand le Rassemblement national fait la fine bouche, comme si la fin ne justifiait pas les moyens. Pareil à droite où Jean-Pierre Raffarin condamne quand Bruno Retailleau acquiesce. Seule la France insoumise a tenu le rôle qu'on attendait, défendre le pire des régimes qui oppressent, qui dépouillent et qui appauvrissent. Hugo Chavez est le héros de Jean-Luc Mélenchon. Alors effectivement, Hugo Chavez, le héros de Jean-Luc Mélenchon, une gauche qui est en train de plébisciter, comment dirais-je, Nicolas Maduro, qui lui est inculpé, arrêté, qui est critiqué par le peuple. Et on se demande effectivement où est la place, quel regard cette gauche française, extrême gauche et la gauche française, peut porter effectivement sur le peuple vénézuélien lui-même. Question pour vous, Régis Le Sommier, ensuite je reviens à Jeanne et puis Christian qui nous appelle. On ne comprend pas justement cette soif de la gauche d'aduler Nicolas Maduro qui lui et tuer son peuple, si je puis me permettre, entre guillemets. Ouais, alors ça tient à mon avis essentiellement à un contexte historique de la gauche. C'est-à-dire que la révolution bolivarienne portée par Chavez, c'était l'arrivée au pouvoir. Il faut voir quand même à une certaine époque qu'il y avait un certain nombre de dictatures en Amérique du Sud, et des dictatures, il y a eu une dictature d'extrême droite au Venezuela qui a été remplacée par une dictature d'extrême gauche. En fait, la compétition, elle était là. C'est les derniers atermoiements, on va dire, de l'opposition entre le soviétisme et les États-Unis. Ouais. Alors, le peuple dans tout ça. Je veux dire, est-ce que la gauche qui est supposée avoir le souci du peuple, elle est où ? Où est la gauche aujourd'hui face à ça ? On sait que en France, que la gauche a abandonné le peuple, puisque le peuple, il est plus, en tout cas les ouvriers, ils sont plus vers le RN aujourd'hui, et que la gauche a pris parti pour un peuple de substitution aujourd'hui. Donc, mais à l'étranger, il reste quand même cette espèce de vieille nostalgie pour ces révolutions, pour le castrisme, parce que tout ça est quand même irrigué par, on va dire, des gens qui ont mis à mal la suprématie des États-Unis. Là aussi, ça c'était à l'époque soviétique, et donc des gens comme Mélenchon soutenaient ces gens-là. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas enterrer ces vieilles structures qui ont permis d'affamer le peuple, comme nous a dit l'auditrice, Delcy Rodriguez, qui va assurer l'intérim de la présidence pendant 90 jours, est une chaviste pure et dure, surnommée la tigresse par Maduro, en raison de ses discours anti-impérialistes et dirigés contre les États-Unis. Donc, si vous voulez, les structures chavistes restent sur place. Maduro est parti, officiellement accusé de narcotrafic. Donc, si vous voulez, j'ai bien l'impression que Donald Trump, lui, ça le dérange pas trop si ce pouvoir est conciliant avec les États-Unis, il restera en place. Je vous donne la parole à Éric Tegner dans un instant. Jeanne, vous pouvez réagir peut-être à ce que disait Régis Le Sommier par rapport à la gauche, parce que vous dites que pour vous, la réaction de la gauche était un scandale. Absolument, Christine Kelly. La gauche a voulu s'adosser
a une grande légende, un récit légendaire sur cette gauche extrêmement violente, cette extrême gauche dont elle se nourrit. LFI a besoin de s'adosser à un récit, une légende qui n'a rien à voir avec la réalité. LFI cultive la violence dans ses méthodes et ne peut que se prosterner devant un régime assis sur le mensonge. Et comme disait Hannah Arendt, la réalité doit continuer à être lue selon la grille du menteur. Eh bien, LFI, c'est ça. Alors, et Jeanne, cette gémellité... on marque une pause et ça. on revient. LFI, c'est Ah, ça, le je vous mensonge. remercie. Ne quittez pas, Jeanne, on marque une pause, on revient avec vous. Oui, Éric Tegner, vous vouliez réagir. Ensuite, on reprend Jeanne, Anna Christian, et puis on passera aux autres sujets. On a beaucoup de sujets, je n'ai pas vu passer le temps. C'est la reprise, là, le temps de trouver mes marques. Je perds mon latin, ma notion du temps. Éric Tegner. Tout à l'heure, j'avais l'air d'évacuer le peuple, mais je vais revenir dessus. C'est que, vous savez, c'est intéressant, Donald Trump dit il y a 8 millions de réfugiés vénézuéliens. Ils vont pouvoir donc rentrer chez eux. Moi, j'aurais aimé qu'au moment où Bachar al-Assad est tombé, tous ces milliers de Syriens en France, il y a près de 50 000 réfugiés, plus tous les clandestins, qui fêtaient la fin de Bachar al-Assad, reviennent en Syrie. Mais oui, il n'y a pas la même mentalité là-dessus. Bonne remarque. Gabriel, je vous donne la parole dans un instant. Jeanne, peut-être un dernier mot, parce que je vous ai interrompu tout à l'heure, juste avant la pause, ma chère Jeanne. Je vous en prie, Christine Kelly. Effectivement, j'aime Jeanne. Je me félicite, et cette amie d'ailleurs se félicite de la chute d'un homme qui doit répondre de narcotrafic et des violences, et aussi qui devra répondre des maltraitances sur une population qui a été terrorisée, désarticulée dans ses structures sociales les plus élémentaires. Et il est parfaitement scandaleux, et en même temps je ne suis guère surprise, de voir l'extrême gauche s'ériger en donneuse de leçons de morale, quand on a certains élus, de surcroît députés, qui sont drogués. On ferait mieux de se taire. C'est très cru ce que je dis, non, mais je dis ce que je pense. C'est une réalité, ça a été officiel, et j'entends bien ce que vous dites. Merci beaucoup, Jeanne, pour votre appel et votre patience avec nous sur Europe 1. Excellente journée en Bretagne. Embrassez tous les Bretons de ma part, qui sont aussi mes ancêtres. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ma jolie Jeanne. Je vous en prie. Mon cher Christian, vous nous appelez de Lorraine. Bonjour, Jeanne, Christian. Lorraine, décidément. Oui, exactement. L'année commence bien. Bonjour Christian, quel regard portez-vous un peu sur Donald Trump? Il a raison, il n'a pas raison? Est-ce que effectivement il fait de l'ingérence? Quel est votre regard? Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous accepteriez, vous, de voir votre voisin se laisser détruire par le narcotrafic? Est-ce que vous laisseriez votre voisin insidieusement se faire envahir par la Chine? Parce que la Chine n'est pas un pays loyal. La Chine ne profite que des pays faibles pour profiter de leur économie. Mais c'est sournois tout ça. Alors je dis, bravo Trump, bravo. Alors vous dites comme Emmanuel Macron, alors Christian, finalement. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Écoutez, pour Emmanuel Macron... Ne vous étouffez pas quand même, non, avec ma question. Mais ça fait trop longtemps qu'il m'asphyxie, parce que tous les jours, il nous propose un nouveau truc qui n'a jamais de suite. Je suis perdu. Ce qui fait que je ne l'écoute plus, vous comprenez? Parce qu'il peut dire ce qu'il veut, mais il n'y a plus de suite, c'est terminé. Il n'a plus de pouvoir. D'accord. Donc, même s'il est d'accord avec ce que vous pensez, pour vous, c'est que nenni, ça ne compte pas. De temps en temps, il a raison. De temps en temps, il a raison, mais il a de plus en plus souvent tort. D'accord. Merci pour votre regard, mon cher Christian. Et vous dites effectivement que vous êtes absolument d'accord avec ce qu'a fait Donald Trump, et c'est une preuve de force, une preuve de pouvoir, de bon exercice du pouvoir, en fait, selon vous. C'est ce que vous expliquez. Mais bien entendu, parce qu'après, si vous voulez, il faut le savoir, le peuple qui va être plus ou moins libéré, il va s'exprimer. J'imagine qu'il va y avoir des élections. Le peuple va pouvoir de nouveau choisir. C'est ce qu'on veut, non? Vous ne croyez pas? Oui, le peuple va devoir choisir, va pouvoir choisir. On va voir effectivement ce qui se passe, parce que Donald Trump a dit qu'il va s'occuper un peu de ce qui va se passer en ce moment. Pour l'instant, comme le rappelait Régis Le Sommier, c'est la vice-présidente, qui est aussi une chavériste, qui va prendre les rênes du pouvoir pour l'instant, comme le prévoit la Constitution sur place, je crois. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer.
Mais vous savez, la réalité, elle va rester ce qu'elle est. On peut raconter ce qu'on veut des arrière-pensées de Trump, et c'est le peuple qui finalement va gagner. Simplement, il faut lui laisser un peu de liberté, c'est tout. Parce qu'actuellement, il vit sous la peur, vous comprenez? Et quand un pays est sous la peur, il ne réagit plus d'une façon normale. Alors je dis, sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord sur tout ce que fait Trump, mais sur ce coup-là, moi je dis chapeau, parce qu'en plus, il aurait pu faire comme beaucoup, faire celui qui ne voit pas. Mais moi, je pense que sur beaucoup de points, il a raison. Merci beaucoup, Christian, pour votre appel clair, net et votre prise de position claire, nette et précise. Oui. Et juste un tout petit détail. Oui. Moi, je crois qu'on est rentré dans une ère nouvelle. Parce que figurez-vous que j'habite un petit village. Oui. Eh bien, de nouveau, il y a de la neige. De nouveau, il fait froid la nuit. Oui. Moi, je dis tout ça, c'est plutôt positif. Ah ben voilà, Christian, vous nous donnez du baume au cœur. Et je crois que Europe 1 va faire des éclats extraordinaires en 2026. Oh, vous êtes trop chaud, on vous aime, mon Christian. Votez pour Christian. Merci infiniment pour votre appel au 01 80 20 39 21. On a beaucoup de sujets encore. Donc, Gabriel Cluzel, un mot de la fin, peut-être sur le communisme. Mais oui, Régis, mais c'est vous qui concluez. Par rapport à ce que disait oui, vous allez conclure. C'est vous qui avez le mot de la fin. Il y a beaucoup à dire. Mais Gabriel Cluzel, oui, mais pas beaucoup à dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a Julie qui est déjà en ligne pour notre prochain sujet. Mais Gabriel Cluzel, on regarde sur le communisme. Peut-être un petit mot aussi sur Macron. Non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que tout le monde s'accorde à dire que le Venezuela est un pays extrêmement pauvre, très très pauvre, et qui ne l'a pas toujours été. C'est un peu la gauche dans ses œuvres, le socialisme, le communisme. Enfin, il faut quand même réfléchir. Nous sommes à une époque où, chez nous, c'est le Parti socialiste qui fait la pluie et le beau temps, in fine, en matière même économique. On n'a qu'à voir le vote du budget. Et des petits malins, tout à fait pertinents. On fait deux courbes, celle de l'économie de la Pologne, qui était avant sous la botte soviétique, et celle du Venezuela, avant qu'ils soient, eux, à gauche. Les courbes se croisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Pologne décolle et le Venezuela, lui, s'est effondré. Peut-être un sujet de réflexion pour que ceux qui nous vantent les bonnes recettes économiques de la gauche dans notre pays. Merci Gabriel Cluzel. Régis Le Sommier, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que, en effet, comme le disait ce monsieur, on est vraiment rentré dans une ère nouvelle. Je pense que Donald Trump là a changé de braquet. On est arrivé avec cette arrestation de Maduro, avec une admission. On ne savait pas comment Donald Trump allait réellement se positionner. En réalité, il pratique l'interventionnisme qui a été pratiqué largement par ses prédécesseurs, mais dont il s'était promis d'éviter de reproduire les méfaits avec ces guerres ingagnables menées au-delà des mers, dont les Américains avaient assez. Il est dans une position extrêmement ambiguë par rapport à sa base, qui ne veut pas de nouvelles guerres, mais en même temps, lui, il veut accélérer et redonner aux États-Unis sa place. Donc, je pense que Donald Trump est dans une perspective donc de réactiver cette doctrine Monroe. Maintenant, étant intervenu au Venezuela, ce sera mon mot de la fin, il va être plus difficile de dire à Poutine qu'il a agressé son voisin. À partir du moment où les États-Unis se mettent à le faire, et puis peut-être plus tard, quand la Chine lorgnera sur Taïwan, on dira finalement Taïwan c'est dans le précaré de la Chine. Voilà. De grandes questions effectivement à se poser. On observe tout minute après minute, heure après heure. Et la dernière information, c'est que aujourd'hui, 18h heure française, Nicolas Maduro sera présenté à un juge et on lui donnera ses chefs d'inculpation, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Merci à tous. À vous.